Ce matin de juin, nous avons rendez-vous à quelques kilomètres de Tours, au château de la Bourdesière, pour découvrir un trésor oublié. Celui qui le cache est le propriétaire du château, le prince Louis-Albert de Broglie. Un prince peu conventionnel. Pour brouiller les pistes, il nous conduit au pas de course, du parvis aux écuries, pour arriver enfin au potager. Le prince de Broglie est aujourd'hui en France le jardinier qui cultive le plus de variétés de tomates, en tout 650. Seulement voilà, grande déception, aujourd'hui pas de tomates à l'horizon. On est très en retard, hein. Le froid et beaucoup de pluie a fait qu'on n'a pas voulu les mettre trop tôt dans le sol pour éviter des maladies, notamment des déclarations de mildiou qui ont débuté, semble-t-il, dans différentes parties de la Touraine. Donc on y fait très attention. Depuis 10 ans, Louis-Albert de Broglie a transformé son château en véritable conservatoire de la tomate. Son objectif, faire redécouvrir au plus grand nombre les tomates d'autrefois. Dans une de ses dépendances, il tient beaucoup à nous montrer quelques-uns de ces joyaux qu'il a élevés sous serre. Des tomates surprenantes, de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec des noms plutôt exotiques. Alors ça, c'est la rose de Berne, que j'aime beaucoup. On en a des bigarrés, la Fireworks. Tomate noire, la Paul Robinson, alors la noire de Crimée, qui est une très bonne tomate. Il y a la cœur de bœuf japonaise, qui est un peu rosée, la Verna orange, il y a l'Erica d'Australie. Toutes ces tomates ne sont pas le fruit d'une manipulation génétique, non, ce sont de vieilles variétés oubliées depuis plus de 200 ans. De quoi en surprendre plus d'un. Il y a 10 ans, quand on disait aux enfants qui venaient ici, alors la tomate, elle est de quelle couleur? Ils disaient, ben, elle est rouge. Et ça, c'est quoi? Ils voyaient une tomate jaune, ils disaient, ça, c'est pas une tomate. Et quand on leur montrait une chose noire, ils disaient, ça, je sais pas ce que c'est. Et puis, vous voulez à peine goûter. Quant au goût de ces tomates... Ça, c'est comme du coin, c'est du... Je ne peux pas dire que c'est une communion spirituelle, mais bon. Attendez, parce que vous êtes vraiment sage. Hein. Vous dites rien, vous filmez. Ça ressemble quoi? C'est tout de même très bon. Ce ne sont pas les plus sucrés. Et à chaque fois, très différents. Oui, alors, c'est un peu fade, mais en même temps, avec une douceur derrière, c'est-à-dire que le goût change, le goût évolue dans la bouche. Alors là, c'est un repas complet. Je coupe un vrai beefsteak, clac. Voilà, je la fais griller très rapidement, un peu d'huile d'olive, de la fleur de sel. Ou alors, il y a, ce que moi j'aime beaucoup faire, c'est d'y apporter un tout petit peu de curry. Mais les tomates du prince jardinier, il est difficile d'en trouver dans le commerce. Nous quittons le château de la Bourdesière pour un marché en banlieue parisienne. Elle est belle ma tomate, elle est belle. Des tomates pour farcir, des tomates pour faire à la provençale, messieurs, dames, on est là, on est beau, on n'est pas cher. Et effectivement, sur les étals des primeurs, on ne trouve que 3 sortes de tomates. Des cœurs de bœuf, des tomates rondes à farcir, et surtout des tomates en grappe, la préférée des Français. 15 kilos par an et par habitant. Elle est parfaitement ronde et rouge, mais elle a tout de même un gros problème. Les tomates n'ont pas de goût et c'est immangeable. Même un Marmande ne peut pas manger une salade de tomates qui ressemble à celle d'il y a 30 ans. Même les professionnels le reconnaissent, nos tomates sont belles, mais elles n'ont plus de goût. Il n'y a pas un gramme d'orange, il n'y a rien, tout est rouge, tout est beau. Donc c'est vrai que le problème, c'est que tous les produits, ça donne la couleur, ça donne tout, mais ça donne pas le goût, quoi. Quant au prix, difficile de s'y retrouver. Sur le marché, on trouve des tomates bretonnes à 2,50 € le kilo. Ces mêmes tomates viennent d'Espagne. Elles ont parcouru 1000 km et ne coûtent pourtant qu'1,90 €, 60 centimes de moins. Je vous remercie, monsieur. Pourquoi une telle différence de prix? Pourquoi les tomates ont-elles perdu de leur saveur? Pour le comprendre, nous allons suivre le parcours de 2 tomates. L'une vient de Bretagne et l'autre d'Andalousie en Espagne. Notre enquête commence au cœur de la Bretagne, une des régions où l'on produit le plus de tomates en France. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Rennes.
Au milieu des champs, un bâtiment étrange. L'une des plus grandes exploitations de la région, les serres de la Brasardière. 5 mètres de haut, 3 hectares de superficie, un temple entièrement dédié à la tomate. Chaque année, 1500 tonnes sortent de ces serres, et pas n'importe quelle variété. La Bonaparte, la tomate en grappe la plus consommée par les Français. Pierre Diot est le propriétaire de ces serres. Il a consacré sa vie à cultiver de la tomate, des années d'expérience qu'il a mis à profit pour obtenir une tomate qui correspond au mieux à l'attente des consommateurs. On essaye de produire ce que nos clients attendent, ce que les consommateurs demandent. Donc pour une grappe, ce qu'on demande, c'est une belle présentation des fruits parce que quand on voit un beau produit, on a envie de l'acheter. L'œil reste un facteur déterminant dans l'acte d'achat. Ici, on a un produit qui est parfait puisque les grappes sont disposées, ce qu'on appelle nous en arête de poisson, et donc on a une présentation parfaite. Une tomate bien ronde, bien rouge, parfaitement disposée en grappes de 6 fruits, pas plus, c'est ce qui fait vendre. Et le goût dans tout ça. Le goût qu'on peut trouver dans une tomate cerise, on ne va pas le trouver dans un produit comme ça. Mais ce n'est pas la même utilisation non plus. Je pense que celui qui va acheter une tomate cerise pour grignoter à l'apéritif, il n'attend pas les mêmes qualités de ce produit-là qui va être plutôt mangé en salade. Hein. Plus que le goût, ce qu'il recherche ici, c'est la rentabilité du pied de tomate. Et dans cette serre, tout est étudié pour qu'elle soit optimale, à commencer par la terre. Étonnamment, les tomates ne sont pas plantées dans le sol, mais dans des pains en plastique qui contiennent de l'écorce de noix de coco. Donc voilà comment ça se présente, la fibre de coco, ça ressemble à de la terre ou à de la tourbe. Une substance naturelle qui permet aux pieds de tomate de se développer plus rapidement. Le producteur y ajoute un peu d'engrais, mais pas de pesticides. L'autre particularité de l'exploitation se trouve dans ce cabanon. Absolument tout dans la serre est contrôlé et piloté par cet ordinateur. Ça fait 20 minutes que le dernier arrosage a été déclenché et il va se déclencher dans 2-3 minutes. Démonstration. Cette sonde, c'est l'arrosoir des temps modernes. Elle est reliée à l'ordinateur qui détermine au plus juste les besoins en eau de la plante. Depuis qu'on a l'informatique qui gère ça, on estime qu'on économise 3 ou 4 fois ce qu'on utilisait comme eau avant. Mais la plus grosse économie que réalise Pierre Diot dans sa serre, c'est sur une partie de sa main-d'œuvre qu'il ne paye pas et ne déclare pas. Attends, il ne faut pas qu'on approche de trop. Voilà, là. Ses fidèles employés, les voilà. La fécondation des fleurs pour fabriquer des fruits est faite par les bourdons. Le bourdon, il sait précisément à quel moment il faut aller polliniser la fleur. Il ne faut pas aller l'embêter parce que bon, c'est quelqu'un qui aime bien vivre sa vie gentiment, mais c'est assez discret, on les voit travailler, revenir à la ruche, sans que ça perturbe le personnel qui travaille dans la serre. Et pas question pour les bourdons de faillir à leur tâche. Regardez quoi là? Là, on regarde si les bourdons font leur travail. Parce que normalement, ils laissent une trace sur chaque fleur où ils sont passés. On voit ici une marque brune sur la fleur. C'est l'empreinte des pattes. Ça veut dire que le bourdon est passé. Et donc, la fleur a été fécondée. Le stade d'après, c'est ça. C'est-à-dire que là, la tomate a été fécondée et donc dans une 50aine de jours, on aura un fruit mûr. Un fruit qu'il va falloir cueillir. Et là, le prix de la main-d'œuvre est beaucoup plus élevé. Les cueilleurs sont payés au SMIC. Ils sont une dizaine toute l'année et 2 fois plus en période de récolte. Une fois les tomates cueillies, elles sont pesées et conditionnées dans des cartons de 10 kg. Elles sont désormais prêtes à partir en camion. Coût de production pour Pierre Diot, 1 € par kilo de tomates. Quant à savoir combien elles vont lui rapporter, là, c'est une autre histoire.
Tous les jours, Pierre Diot va livrer sa récolte à la coopérative. C'est dans ces immenses entrepôts que 26 producteurs de la région apportent leurs tomates. C'est à la coopérative que se négocie aussi le prix de vente. Et il change tous les jours. Pierre Diot retrouve Michel Bourguin, le directeur commercial de la coopérative. Et ce matin, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les cours de la tomate ne cessent de chuter. Alors, ça donne quoi aujourd'hui là? Bah écoute, c'était un peu dur ce matin, là. On a baissé un petit peu là, dans les, en grappe surtout. Là. Alors pourquoi le prix de la tomate est-il fluctuant? Pour le comprendre, il faut se lever tôt et se rendre dans les bureaux de la coopérative. 7 heures, Michel Bourguin et ses commerciaux sont sur le pied de guerre. Leur but, vendre les tomates cueillies la veille le plus cher possible. Et voilà comment ils s'y prennent. Ils contactent d'abord les grandes chaînes de supermarchés et leur proposent un premier prix. 1,55 ça vaut la grappe rendue aujourd'hui. 1,55 € le kilo, c'est un prix provisoire qui va pouvoir être réévalué à la hausse ou à la baisse. Cela dépend de la quantité de tomates en vente sur le marché français. Premier point au téléphone avec un concurrent étranger. Je sais pas si tu as eu un peu les infos. Qu'est-ce que ça raconte autrement là? Ça a baissé chez vous là? C'est vrai? Michel est inquiet. Et là j'avais un expéditeur hollandais qui disait que ça baissait en Hollande aujourd'hui, donc ils étaient plutôt sur 1,15, 1,20 et qu'ils envoyaient pas mal de marchandises sur le marché français. On avait fait quoi, un 47 en grappe? Des tomates hollandaises 30 centimes moins chères. Il faut réagir et adapter au plus vite le prix du matin. En quelques minutes, la tomate bretonne vient de perdre 10 centimes. Tu baisses de 10. Ok Didier. Et ce n'est pas fini. Ciao, ciao. Ah bah oui, mais tu me parles de l'Espagne et du Sénégal. Après les Hollandais, ce sont les tomates d'Espagne et du Sénégal qui viennent mettre la pagaille. Bon, tu vois ça? Ça marche quoi? Allez, merci Patrick, à tout à l'heure. C'est loin du marché. On peut pas lutter, hein. Il devait toucher ça à 90 centimes. Alors que nous, dans des barquettes confectionnées à 1,60, on peut pas lutter. Plus les heures passent et plus le prix de la tomate française continue de s'effondrer. Ouais, 35 il faut mettre. Elle vaut désormais 1,35 €, le prix le plus bas de toute la semaine. Notre travail aujourd'hui, nous, c'est de rémunérer au mieux nos producteurs, hein, pour qu'ils aient des entreprises viables. Hein. Avec un seuil minimum, j'imagine, de 40 dessous. Il n'y a pas de seuil minimum, par contre, on sait qu'aujourd'hui, en dessous de 1 €, les producteurs ne gagnent pas d'argent, quoi. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on vende la marchandise en dessous d'1 €. Après, on raisonne en prix sur une année et pas sur une période, quoi. En 2007, les producteurs français ont vendu en moyenne leurs tomates 1,20 €. C'est 10 centimes de moins que l'année précédente. S'ils ont perdu de l'argent, c'est que le marché est de plus en plus concurrentiel. La tomate française a bien du mal à lutter contre ses concurrentes étrangères. Pour le comprendre, direction l'Espagne. Plus précisément, Almeria, au cœur de l'Andalousie. Sur cette vue satellite, tous les rectangles blancs, ce sont des serres. 40 000 hectares au total, 20 fois plus que toutes les serres du territoire français. C'est dans la région d'Almeria que l'on produit le plus de tomates en Europe. Almeria est aussi réputée pour ses plages et sa station balnéaire. Mais en ce début du mois de mai, la saison touristique n'a pas vraiment démarré. La culture de la tomate, elle, touche à sa fin. Sous ces immenses serres, la plupart délabrées, plus d'1 million de tonnes de tomates sont produites chaque année. Vous allez comprendre pourquoi ici, les tomates coûtent 2 fois moins cher à produire qu'en France. Nous sommes dans la zone industrielle d'Almeria. Au volant de ce 4x4, le patron d'une des plus grosses coopératives de la région, la Cazur. Chaque jour, des centaines de camions font la queue pour livrer leur production. Ici, dans ce hangar, on peut recevoir 300 ou 400 tonnes de marchandises que l'on reçoit, puis réexpédie dans la même journée. L'essentiel de la production, c'est de la tomate en grappe, la même variété que le producteur breton. Sauf qu'ici, ce sont des milliers et des milliers de cajots qui circulent chaque jour pour être nettoyés, puis triés.
milliers de petites mains prend soin de la tomate. Dans cette coopérative, plus de 600 employés. Le traitement de la tomate, version les temps modernes. La moitié de la production est destinée à l'exportation. Et dans quelques heures, ces tomates s'envoleront vers tous les pays d'Europe, la France en tête. L'année dernière, en moyenne, les tomates espagnoles ont été vendues en France 1,80 €, soit 50 centimes de moins que les tomates françaises. Pour le patron de la coopérative, la différence de prix s'explique facilement. Moi, je crois qu'entre l'Espagne et la France, le coût de la main-d'œuvre est le même. En revanche, les producteurs français ont besoin de chauffage pendant l'hiver. Leurs dépenses énergétiques font monter les coûts de production. Mais la main-d'œuvre, c'est pareil qu'en France. On dit qu'il y a de la main-d'œuvre clandestine dans les exploitations. Non, 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 c'est de l'histoire ancienne, ça. Aujourd'hui, tous les agriculteurs déclarent leurs employés. Mais c'est vrai que dans le passé, il y avait de la main-d'œuvre illégale. D'après le patron de la coopérative, plus de travailleurs clandestins en Espagne. Nous poursuivons notre enquête chez un producteur de la région. José Francisco Martinez possède 5 hectares de plantation. Comme chez le producteur breton, les pieds de tomates sont plantés hors sol, mais la comparaison s'arrête là. Pas d'ordinateur pour gérer la température ou l'arrosage, ici le moteur c'est le soleil. D'ailleurs, sous ces serres, il fait souvent une chaleur accablante. En moyenne 40 degrés et ça peut monter jusqu'à 60 degrés au début de l'été. Vous pouvez travailler jusqu'à quelle température ici ? Le maximum, c'est 45 degrés, car on ne peut pas supporter davantage. 45 degrés, vraiment ? Oui, jusqu'à 40, 42. Il faut savoir que le matin, quand on arrive, il fait un peu frais, et plus la journée avance, plus la température monte. Le corps s'adapte, mais on ne peut pas rentrer dans la serre à midi alors qu'il fait 40 degrés, sinon on fait des malaises. Mais ça, faut pas le dire à la télévision. En pleine saison, José Francisco emploie jusqu'à 150 ouvriers. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que quelques tomates sur pied et une dizaine d'employés pour les cueillir. Étonnamment, la majorité est étrangère. Non, no soy española. Yo soy romana. Vive en Romania. Yo soy romana. Romana? Ces femmes sont payées 35 € par jour, c'est 2 fois moins qu'en France. Toutes nous affirment être en situation régulière et déclarée. Quant à la présence de clandestins, nous posons la question aux producteurs. Y a-t-il des sans-papiers qui travaillent dans les serres ? Dans le passé, il y avait des gens sans contrat, mais on est en train de régulariser tout ça. Parce que ce n'est pas normal. Non, mais là, vous me coincez, je ne sais pas quoi répondre. La question est embarrassante. Le sujet des travailleurs clandestins est tabou en Espagne. En bas de cet immeuble, un bureau vétuste. Les locaux d'un syndicat d'ouvriers agricoles. Depuis 7 ans, Spitou Mendy accueille ici des cueilleurs des plantations voisines. Alors quand on lui dit que les producteurs de tomates nous affirment qu'il n'y a plus de clandestins, ça le fait bien rire. C'est le statu quo à Almeria. Je crois qu'ici tout est parfait. Il n'y a rien d'illégal. Hein? Ça, vous chercherez et vous aurez 1000 employeurs et vous diront qu'ici, nous avons les mains propres. Mais la réalité est là, c'est qu'il faut aller sur place, regarder et voir que réellement, dans les serres, il y a beaucoup d'ouvriers et des sans-papiers. Pour nous convaincre, il propose de nous faire rencontrer des ouvriers clandestins, de nous montrer leurs conditions de vie. Nous quittons la ville, direction les serres de tomates.
des fois, ils sont très loin des villes, hein, des centres urbains, quoi. Ils sont des fois à des kilomètres en profondeur. Ce sont ces gens indésirables au coucher du soleil qui sont des ouvriers appréciés des agriculteurs au lever du jour. Sans cette main-d'œuvre, il n'y aurait pas cet élargissement de serres. C'était des petits serres au départ, maintenant ils sont très, très grandes, ça s'étale sur des hectares et des hectares. Donc la réalité, c'est celle-là. C'est la main-d'œuvre dite illégale qui nourrit l'Europe. 30 km plus loin, en plein milieu des plantations, nous empruntons une petite route. Au bout, quelques baraquements. C'est ici? Ici vit une communauté d'une dizaine de personnes, marocains pour la plupart. Ils vivent dans ce que les Espagnols appellent des chabolas. Ce sont des maisons fabriquées avec les moyens du bord, souvent en carton, dans les rares terrains vagues, inoccupés par les serfs. À l'intérieur, le strict minimum pour vivre. Combien de personnes vivent ici? Combien de personnes ici? 3. Vous venez du Maroc, c'est ça? Et vous avez des papiers? Non. Personne? Non, personne n'a de papier ici. La gente de las chabolas, les gens des chabolas n'ont pas de papier. Dans ces maisons de fortune, on trouve parfois une prise électrique accrochée à un morceau de carton. L'électricité est piratée dans les serres. Un fil électrique au sol passe entre les habitations. Ici, évidemment, pas d'eau courante. Alors, pour boire et se laver, il faut aller à quelques centaines de mètres de là. 2 fois par jour, les hommes vont chercher de l'eau dans les bassins de rétention des serres. Regardez, vous pouvez la boire cette eau? Vous ne pouvez pas. Eh bien, moi, je peux. Tous les gens qui vivent à l'Etchaboula, ils boivent ça. Ils boivent cette eau-là. L'eau ici nous cause beaucoup de problèmes. Dès qu'on la boit, on file aux toilettes. Chaque matin, ils partent en groupe, direction les serres pour quémander du travail. Car les producteurs ne les embauchent qu'à la journée. Nous les suivons de loin. Premier contact avec un producteur. Mais ce matin, il n'a pas de travail. Il pleut et la récolte tourne au ralenti. Tengo 5 personas y uno trabaja y no tengo trabajo. Pas de travail non plus dans cette seconde exploitation. Les chefs, ils disent pas de travail, fuera. Alors les clandestins en sont réduits à arrêter un de leurs anciens patrons pour faire la manche. Vale, jefe, si puedes hacer un favor. Ahora solo por comprar la comida, por favor. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ce matin-là, ils rentreront bredouilles dans leur bidonville. En moyenne, ils nous disent travailler 2 ou 3 jours par semaine. Ils sont payés 30 € par jour. C'est 5 € de moins que les ouvriers déclarés. Les syndicats estiment aujourd'hui que sur les 120 000 ouvriers agricoles travaillant dans les serres d'Almeria, plus de la moitié sont clandestins. Retour sur un marché
en région parisienne. Nous retrouvons ces tomates espagnoles sur les étals des primeurs, à côté des tomates bretonnes. Nous en achetons 1 kg de chaque. L'espagnole, nous la payons 1,90 €. La tomate bretonne est ce jour-là 40 centimes plus chère, à 2,30 € le kilo. Merci. Alors, 2,50 €. Et ces tomates, nous allons les faire goûter au spécialiste de la tomate ancienne, le prince Louis-Albert de Broglie. Et je voulais vous les faire, si vous acceptez. J'accepte, goûtez. Une dégustation à l'aveugle, la première tomate est espagnole. Et je goûte, et donc vous allez voir ma tête, très rapidement. Bon, elles ont plus d'eau, alors c'est normal, ce sont des tomates, mais... La deuxième, c'est la bretonne. Alors, si on regarde, alors j'ai coupé évidemment, pas dans le même sens. On va couper comme ça. Vous voyez, on n'est pas du même pays, mais il faut quand même se lever de bonne heure pour partir du principe qu'elle est différente. Hein. Alors, on la coupe. On part pas du principe. Et mieux. Un peu mieux. Vraiment la première, je n'ai rien contre les Espagnols, loin de là. Elle n'a pas de goût. C'est vraiment mauvais. Ni l'une ni l'autre des tomates n'a séduit le prince. Il préfère se délecter des petits plats à la tomate que lui a préparé Pascal, sa cuisinière. Alors, Pascal va nous dire ce que l'on a ici. Un gâteau chocolat à tomate. Non, gâteau chocolat avec caramel à la tomate. Caramel à la tomate. Et jus de tomate. Voilà, donc la tomate est forte. Alors là, nous avons une tarte à la tomate avec des tomates séchées, je vois, qui vont passer au four. Là, un petit fromage de chèvre et confiture de tomate maison dans la cassolette. Il y a une tomate raisin vert. Allez, à table. Merci Pascal, bravo. Et Pascal fait des fantastiques menus à la tomate. Pascal est la reine de la tomate. Donc, à table.